Merci. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'une étude qu'a fait la SFEN et qui a été publiée à l'automne 2021. Donc, elle a d'abord été l'objet d'un travail d'une stagiaire qui a fait un travail sur la littérature économique et puis des études de cas. Donc, ce que je vais vous présenter, il y aura beaucoup d'études de cas. Ce que je voulais vous dire, c'est ce travail il a été fait principalement pour éclairer la décision sur les choix de financement du programme EPR2, donc qui parle principalement du nouveau nucléaire et du programme EPR2, sachant qu'il y a certainement beaucoup d'enseignements qui sont applicables à d'autres projets. Voilà. En tout cas, il ne parle pas du tout du financement et de la rémunération du parc existant. Je voulais vous dire qu'il est sur notre site, où vous avez plus de détails que ce que je vais vous présenter. Alors, Simonetta disait qu'elle avait un slide qu'elle n'avait pas pris aujourd'hui, mais nous, on l'a. Donc, vous vous souvenez que dans l'étude RTE, Futur énergétique 2050, donc RTE a pris la même hypothèse de coût de financement pour toutes les variantes, enfin pour toutes les énergies, qui est de 4%. Donc, il y avait eu en effet énormément de débats à l'époque. Donc, nous, on faisait partie de la concertation. On a défendu le fait que le taux soit identique, principalement parce que c'était le coût de financement dont bénéficiaient les énergies renouvelables alors qu'ils étaient dans une régulation qu'on ne pouvait pas du tout présumer de la régulation qu'il y aurait sur le futur réacteur nucléaire. En revanche, il y a eu en effet une variante de fait à 7%. Et en effet, dans la variante à 7%, la différence était forte et la différence entre les scénarios 100% renouvelables et les scénarios avec nucléaire tombait en fait. Donc c'est en effet un facteur extrêmement important, comme on va le voir. Le coût de production, le LCOI d'un réacteur nucléaire est très très sensible au coût de financement. Alors pourquoi? On va voir quels sont les enjeux. Donc il y en a 3 grands. Alors le premier, c'est que le projet nucléaire présente une très forte intensité capitalistique. Donc on le disait, le coût de l'uranium, c'est 5%, mais le coût, c'est pareil, en fait, la partie qui concerne à la fois le combustible dans son ensemble, c'est-à-dire pas uniquement l'uranium, mais enrichissement, et puis la fabrication du combustible en lui-même, donc ça reste faible. Pareil aussi pour les frais d'exploitation et les frais de personnel. Donc là, vous voyez deux simulations qui ont été faites par l'OCDE, avec une simulation à 5% et une simulation à 10%. Donc vous voyez que par rapport évidemment au charbon et au gaz naturel, la partie qui concerne le combustible est très faible. Et puis par contre, la partie qui concerne l'investissement initial est très forte. Et plus le coût de financement est élevé, plus la partie qui concerne le coût de l'investissement initial est élevée. Donc ça implique un risque marché assez important pour l'investisseur, qui est le même d'ailleurs pour un investisseur sur les énergies renouvelables, où l'essentiel du coût est un coût aussi de capital, enfin d'investissement initial. C'est le risque sur le facteur de charge, donc on en a pas mal parlé ce matin. Et puis bien sûr le risque sur la forte volatilité des prix des marchés de gros. Alors aujourd'hui, on se dit que les marchés de gros sont des prix très élevés depuis plusieurs mois, donc on se dit c'est pas un gros risque, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même des moments très durs au milieu des années 2015. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que viennent des discussions sur l'Arenh, où les prix du marché de gros étaient encore inférieurs à l'Arenh. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, pour conclure là-dessus, il y a quasiment aucun investissement européen. Ça a été regardé par Compass Lexecon, donc on le cite, leur étude dans notre papier. Il n'y a quasiment aucun investissement d'infrastructure de production d'électricité qui se fait hors régulation, pratiquement rien. Même si vous regardez les tentatives des Belges pour construire des nouvelles centrales à gaz, ils avaient aussi un mécanisme de régulation et de rémunération qui était négocié pour que l'investisseur construise la centrale à gaz. Alors le deuxième enjeu, c'est que ce sont des gros projets, en particulier des gros réacteurs, enfin des réacteurs de large puissance. Alors, je voudrais redire, parce qu'on n'a pas dit ce matin, qu'il y a le sentiment que tout ce qui se construit dans le monde, ou tous les projets, c'est des SMR. Pas du tout. Il y a énormément de projets de réacteurs de forte puissance.
En Europe, on disait tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de pays d'Europe qui veulent construire. L'Angleterre est un bon exemple puisqu'ils ont Sizewell dans le pipe, mais il y a plusieurs pays européens qui ont décidé qu'ils feraient des réacteurs de forte puissance. Je pense à la Pologne qui ont annoncé des AP1000, la Bulgarie, ça sera aussi sûrement des AP1000, ou la Hollande, les Pays-Bas ont annoncé aussi qu'ils feraient du gros et du petit. Voilà. Donc il y a beaucoup, et je pense au Canada, parce que le Canada a eu un gros programme SMR. Mais récemment, Bruce Power a annoncé la construction de très gros réacteurs, donc il y aura les deux. Donc ça, je vous ai mis le dernier devis publié sur le programme EPR2, donc il y a un devis à 52 milliards, donc il y a, je crois qu'une nouvelle évaluation qui est en cours, donc on s'attend quand même à ce que ça monte un petit peu, enfin on verra. Bon, c'est quand même un très gros programme, et je vous ai mis en face les bilans des grands électriciens européens. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des sommes très fortes, même par rapport à des très gros acteurs. Voilà. Donc il y a très peu de monde qui peut porter des projets comme ça, même parmi les grands électriciens européens. Je dirais même plus, aucun électricien ne peut porter ça sur son bilan. J'ai en souvenir une présentation du PDG de la RATP il y a un certain nombre d'années avant la décision sur le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est à peu près 35 milliards, vous donner une idée ça sera vraiment un très gros projet d'infrastructure, ces 6 EPR2 par rapport au Grand Paris. Ça sera celui d'après le Grand Paris. Et le président de la RATP disait qu'il ne pouvait pas porter le Grand Paris sur son bilan à ce moment-là. Le Grand Paris est financé, je crois, je regarde un petit peu au premier rang là. Le Grand Paris est financé par des taxes locales et aussi par des prêts d'institutions publiques. Alors, le troisième point qui est important, c'est qu'il est spécifique dans sa durée. Alors, vous voyez à peu près le profil de cash d'un projet d'une centrale nucléaire tout au long de son opération. Alors, d'abord, il y a pas mal de dépenses avant qu'on commence à construire. Et je dirais, il y en aura de plus en plus, puisqu'un des enseignements de la construction de Flamanville, c'est qu'on a commencé trop tôt la construction, qu'il faut attendre que le design détaillé soit terminé avant qu'on commence la construction. Pourquoi ? C'est parce que si on commence et qu'on n'a pas fini, il y a des moments où on doit casser ce qu'on vient de faire parce que finalement ça ne marche pas. Voilà. Donc ça s'est passé sur Flamanville. Et donc le grand engagement, y compris sur le nouveau programme, c'est de ne pas commencer le projet, la construction proprement dite, avant la fin de l'avant-projet détaillé. Donc ça, c'est une somme assez importante. En France, cette somme a été entièrement prise par EDF. Donc ça a été une dépense assez importante. Alors, je pense de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Il y a des grosses équipes d'ingénierie qui travaillent. Aujourd'hui, les fournisseurs d'EDF, d'ailleurs, n'ont pas de rémunération. Donc, tout le monde travaille sur ses fonds propres. Ce n'est pas le cas partout. On le verra dans le cas anglais sur Sizewell. Il y a une aide significative, une avance significative qui a été faite par le gouvernement anglais. Qui n'est pourtant pas le plus étatique du monde. Et puis pareil, on verra aussi la même aide est fournie en République tchèque. Et puis bien sûr, la construction, qui peut durer, alors aujourd'hui, donc on table sur une dizaine d'années. Il faut voir si on commence avec le terrassement et la construction proprement dite. Alors, heureusement, il y a des progrès, puisqu'on espère, grâce aux effets de série, qu'on construira de plus en plus vite. Les Chinois annoncent sur le Hualong 2 qu'ils pourront faire ça en 4 ans, mais pour l'instant, je pense que EDF a été assez prudent sur le programme EPR2, pour pas non plus, après ce qui s'était passé sur les retards de l'EPR, créer des attentes raisonnables. Mais toujours est-il que pendant tout ce moment-là, l'opérateur n'est pas rémunéré. Donc, c'est vraiment du cash out. Et puis, bien sûr, il paye les intérêts intercalaires. Donc, on verra les systèmes de régulation, en particulier au Royaume-Uni, qui sont imaginés pour aider l'investisseur pendant ce moment-là. Donc, vous voyez après que c'est beaucoup moins. Alors, vous avez évidemment toujours le combustible, l'exploitation, la maintenance. Alors, quelques pics. Alors, vous voyez, aux 40 ans, par exemple, puisque en France, on a fait des très gros travaux aux 40 ans. On est en train de les faire. C'est le programme Grand Carénage. On investit près d'1 milliard d'euros par réacteur. Donc, c'est des moments où on change les gros composants, on rajoute des systèmes, voilà, où on remet à jour l'unité. Les EPR sont conçus dès le départ pour fonctionner 60 ans.
Donc on peut imaginer qu'ils iront là, évidemment. Avec les progrès techniques qu'on peut avoir, soit en inspection, soit en gestion des matériaux. Voilà. Je l'ai là, oui, mais je ne les vois pas en fait, c'est ça. Voilà. Alors, comme c'est long, il y a un certain nombre de risques qui sont assez importants. Alors, le premier, c'est le risque politique. Alors, je voulais vous donner cet exemple parce que peu le connaissent, mais les Autrichiens ont réussi à construire une centrale nucléaire dans les années, j'ai plus le date en tête, 70. Donc, fini la centrale nucléaire, et là, ils ont décidé de sortir du nucléaire. Donc l'investisseur, il a construit la centrale et tout ça, et finalement, ils n'ont jamais fait fonctionner la centrale. Je crois que ça s'est produit aussi aux États-Unis une fois. Donc il y a un risque politique, donc typiquement dans le contrat entre EDF et puis le gouvernement anglais. EDF est protégé contre des changements d'avis du gouvernement anglais. Et ça, c'est difficile à tenir parce qu'on parle de longue période, donc on parle de moments où il y a des alternances politiques. Ce qui vient des premières recommandations, c'est la stabilité de la décision politique. On a eu la chance d'avoir ça pendant la construction du programme français, puisqu'il y a eu un vrai consensus, malgré les changements de majorité. Je vous invite à regarder le débat entre Giscard Mitterrand de 80, parce qu'il est très rigolo. Et donc François Mitterrand dit, oui, vous êtes pour le tout nucléaire, moi je vais diversifier avec les renouvelables et le charbon, mais c'était avant le réchauffement climatique. Et je ne finirai les projets en cours, mais je n'en lancerai pas. En réalité, François Mitterrand, il a mis 43 unités en ligne. Voilà. Donc il y a eu un vrai consensus politique droite-gauche pendant tout le programme nucléaire français. Et puis le risque technique, évidemment, le risque technique, c'est des problèmes lors de la construction, des choses qu'on a connues, d'où la mise en place de leviers pour essayer de pallier ce risque. Donc en France, il y a un programme industriel. Donc programme industriel, ça veut dire qu'on s'engage sur 6 unités. Donc il y a un effet d'apprentissage sur les 6 unités. Déjà sur les 2 unités sur un même site. Et on le voit HPC, la 2e unité sur le site va sur certains process 30% plus vite que la première unité. Et puis au fur et à mesure, avec le cadencement, on peut justement gagner en compétences et on répète. Il faut une stabilité du design sur les 6 et puis les programmes industriels. Voilà. Donc c'est quand même 3 particularités fortes d'un projet nucléaire, ce qui fait qu'il n'est pas facile à financer. Voilà. Alors je voudrais vous présenter quelques schémas qu'on a regardés en Europe. Je vous donnerai les grandes lignes, mais le détail est dans notre papier. Alors, le parc historique. Donc, le parc historique, il a été fait à un moment où EDF était un quasi-monopole, où c'était une entreprise intégrée verticalement et on avait une grande continuité de politique énergétique. Donc, quand on regarde en détail et qu'on retourne vers les documents d'époque, autant dans les années 60, les principales unités ont été financées par l'État, autant avant 74, c'est-à-dire à partir du premier contrat de programme, donc au début des années 70, on est vraiment dans une phase d'autofinancement. Avec un désengagement progressif de l'État qui est quasiment total en 73. Voilà. Et ensuite, on est en financement par emprunt, donc avec un risque de marché très faible, puisqu'on était en quasi-monopole. Et puis, il n'y avait même pas de garantie de l'État, puisqu'il y avait une note AAA d'EDF. Et il y a eu à l'époque, ça c'est assez marrant à voir, donc des partages de risques industriels, il y avait des droits de tirage d'énergéticiens étrangers. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais quand on a fermé Fessenheim, on a dû indemniser les Allemands et les Suisses qui étaient partis à Fessenheim. Ils avaient des droits de tirage à certains prix. En échange, quand même, ils avaient une participation au risque. Alors Flamanville, ça a été un peu le changement, mais complet à l'inverse, quoi. Puisque entièrement financé par fonds propres. Donc je vous ai mis la dernière évaluation d'EDF qui date de décembre 22. Alors c'est une vraie tête de série. Et ça, je veux le dire parce que c'est le cas pour Flamanville, mais je pense que
une bonne idée, c'est on a exactement la même chose sur le parc éolien offshore de Saint-Brieuc. C'est-à-dire que la tête de série porte aussi toute la remise en route de la chaîne industrielle derrière. Voilà. Alors, j'ai plus en tête combien d'entreprises travaillent sur Flamanville, mais pour vous donner, la filière industrielle française, c'est 3000 entreprises. Voilà. Donc, c'est des entreprises qui n'ont pas construit pendant 15 ans et qui, d'un coup, doivent se mettre en route. La plupart des équipes d'avant sont parties. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et c'est la même chose actuellement sur le Royaume-Uni. Hein, avec HPC, vous avez beaucoup de fournisseurs anglais, heureusement, pour la localisation, même si vous avez aussi des fournisseurs français. Mais du coup, ces industriels n'ont pas construit pendant très longtemps et tout d'un coup, ils sont de nouveau sur un chantier nucléaire avec des règles différentes, en particulier sur la qualité, sur la documentation, etc. Donc ces projets, ce n'est pas uniquement l'électricien porteur du projet, c'est l'ensemble de la chaîne industrielle associée. Donc, ça a été une première série. Bon, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dérapages. Il y a eu des manques de continuité aussi assez importantes, alors, surtout au début du lancement du chantier. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où il ne se passait rien. Donc, en fait, l'industriel ne se préparait pas beaucoup parce qu'il n'avait pas vraiment l'idée de ça allait venir. Puis, tout d'un coup, il y avait un gouvernement favorable qui était pour. Donc, tout d'un coup, il y avait une sorte d'accélération en se disant on a une fenêtre de tir, on y va. Il n'y avait pas un climat serein sur le démarrage du chantier. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a un climat serein sur le démarrage du chantier et sur la préparation. Voilà. Donc, on reste à un coût de production qui est entre 110 et 120. Donc, ça, c'est un rapport de la Cour des comptes qui date un peu. Donc, je pense que ça va être mis à jour. Mais par rapport au prix du marché actuel, vous voyez qu'on est quand même... ça va. Alors, le point que je voulais dire, ce qui est assez important, c'est au-delà du financement sur son propre, il a été fait, mais hors régulation. On disait il n'y a pratiquement plus aucun investissement en Europe qui se fait hors régulation. Ben, celui-là, complètement hors régulation. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, EDF ne sait toujours pas comment va être vendu le prix de l'électricité. Enfin, il va être vendu sur le marché. Mais il a été fait sans régulation, c'est-à-dire sans aucune... Je repense au premier point, vous vous rappelez, la garantie de revenus, ben, il a été fait sans aucune garantie de revenus. Voilà. Donc, on a mis le cas le pire. Voilà. Alors, l'Europe de l'Est. Alors, c'est intéressant, l'Europe de l'Est, parce qu'ils ont un cas qui est déjà passé devant la Commission européenne, c'est la Hongrie avec PAX 2, et il y en a un autre qui est en train de passer devant la Commission européenne. Alors, pourquoi je vous parle de la Commission européenne ? Parce qu'on parle d'aide d'État. Et donc, si vous faites des aides d'État, vous devez passer devant la direction de la concurrence. Voilà. Donc, il y a toute une comment on dit en droit, une jurisprudence de la direction de la concurrence, avec Olkiluoto, dont on va parler, avec HPC, et puis maintenant PAX 2. Et Dukovany est en cours. Donc PAX 2, c'est la Hongrie. C'est un financement direct par l'État. Donc l'État paye la centrale, enfin la construction de la centrale, le développement, la construction. Alors, ils ont eu un prêt interétatique de Rosatom, enfin de la Russie, pardon. Donc, c'est Rosatom qui construit chez eux, et ils ont eu un prêt interétatique de la Russie. Alors, ça vous semble une vieille histoire, mais d'abord non, parce que ça continue, malgré la guerre, et ensuite parce que c'est le schéma que sont en train de mettre en Europe les Américains. Ils sont en train d'arriver en disant on va vous sauver des Russes, et donc ils mettent en place ces financements bilatéraux, y compris les Canadiens, puisque la semaine dernière, les Canadiens ont annoncé 2 milliards d'euros de prêts à la Hongrie, voilà, donc, pour construire des camps d'eau. Alors, par contre, ils ont imposé aussi des choses, donc la Commission a imposé des choses qui ne conviendraient pas en France, enfin, je ne sais pas, sous le contrôle d'EDF, mais je pense que ça ne leur convient pas. C'est qu'ils ont un peu coupé en deux l'électricien, entre l'électricien qui exploite les centrales actuelles et l'électricien qui va construire les nouvelles centrales. Et puis, ils ont aussi imposé une part importante du productible qui reste sur le marché. Voilà, une certaine liquidité. Donc, en fait, il y a quand même des choses que demande la Commission, que négocie la Commission avec donc l'État hongrois en échange de cette aide d'État. Donc, on estime le coût du capital à 3%. Donc, vous voyez par rapport à la discussion qu'on avait sur les hypothèses de RTE, on a en Europe un projet nucléaire qui est financé à 3% actuellement. Alors, Dukovany, donc ça c'est le prochain projet
tchèques, donc, sur lesquels la France est en concurrence avec les États-Unis et les Coréens, je pense. Donc là, on a un prêt du gouvernement tchèque, une seule unité, de 7,5 milliards à son électricien, donc à Čes. Et alors, c'est intéressant, donc c'est 0% d'intérêt pendant la phase de construction et 2% après. Donc, on a un prix de vente qui est très intéressant, qui est calculé aujourd'hui à entre 48 et 70 euros. Voilà, et l'électricien complètement protégé aussi financièrement, donc contre un dérapage du chantier. Donc ça, c'est en négociation. Donc on ne sait pas encore ce que va dire la Commission européenne dessus. Alors, Hinkley Point C, donc ça, c'est un schéma de financement qui, lui, est passé aussi devant la Commission déjà, dans un contexte de réforme du marché de l'électricité au Royaume-Uni. Ce qui est très intéressant dans le cas de HPC, c'est qu'on a pour la première fois un prix d'achat garanti pour un projet nucléaire, donc un CFD, Contract for Difference, qui est le même mécanisme qu'ils utilisent aussi pour les renouvelables. Donc le prix est différent, la durée est différente, mais c'est le même mécanisme. Par contre, on a un risque de construction entièrement laissé à l'industriel. Alors, sachant que c'est EDF, donc actionnaire français, qui porte ça, et donc qui le porte aussi pour toute la supply chain et pour tous les acteurs anglais. Donc, évidemment, un coût assez élevé, entre 9 et 10%. Alors, avec un retour d'expérience de la Cour des comptes anglaise, parce que finalement, vous le savez, on a eu un strike price assez élevé à 92,5, qui est protégé de l'inflation. La Cour des comptes anglaise dit, mais oui, finalement, ce strike price, on va le voir, ça augmente le prix le fait qu'on ait un coût de financement élevé augmente la valeur du strike price, et ça, c'est mauvais pour le consommateur anglais. Et donc, ils ont fait un rapport pour dire, en fait, ça aurait été mieux que le contribuable prenne une partie du risque, donc que ça soit financé avec un taux plus bas, et ça aurait été mieux, finalement, en termes d'optimal social. Donc, ils se sont remis en cause sur ce modèle-là pour arriver à celui de Sizewell que je vais vous présenter. Donc Sizewell, il ne passe pas devant la Commission européenne puisqu'il y a eu le Brexit depuis. Donc Sizewell, il utilise un modèle qui est utilisé au Royaume-Uni. Je crois que c'est pour les égouts de Londres. Qui sont des financements privés qui sont hors du marché concurrentiel dans des investissements d'infrastructures publiques. Donc là, il y a pour la première fois une garantie de revenus pendant la construction. Alors, vous vous rappelez de tout ce moment avec la préparation et puis la construction. Là, il est prévu que l'investisseur soit rémunéré. Il reçoive une rémunération pendant toute la durée de construction. Donc cette rémunération, elle sera payée par le consommateur. Donc sur la facture du consommateur anglais, vous aurez une petite ligne qui sera la contribution à Sizewell C. Le deuxième point, c'est le risque de construction est partagé entre les acteurs. Donc d'abord, il y a le consommateur il y a une sorte de comité qui suit l'évolution du chantier. Et donc, en deçà d'un certain plafond, ça sera le consommateur qui prendra ce risque de construction. Et au-delà d'un certain plafond, ça sera l'État, donc une sorte d'assureur ultime. Enfin, il y a une prise de participation de l'État britannique direct dans le projet, qui est à 700 millions de livres. Et ils viennent d'annoncer la semaine dernière qu'ils avançaient maintenant plus de 500 millions de livres pour le développement du projet et la préparation du site, qui, comme je vous disais, en France, n'est pas prise en charge par l'État. Donc on attend un coût de production, mais ça n'a pas été clairement dit, entre 40 et 60 livres. Et là encore, le coût du financement n'a pas été donné, mais on pense qu'on est entre 4 et 5. Voilà. Alors j'en ai un dernier, c'est Olkiluoto, qui est très intéressant, parce qu'on parle beaucoup des industriels qui veulent de l'électricité compétitive, etc. Donc c'est le modèle Mankala. Alors c'est un modèle qui existait déjà en Finlande, il n'a pas été uniquement développé pour le PR d'Olkiluoto. Donc en fait, les acheteurs, donc c'est des municipalités et c'est des industriels, des papetiers, des grands papetiers, ils sont carrément actionnaires de la centrale nucléaire, donc ils en sont propriétaires. Voilà, donc en l'occurrence, c'est TVO. Il y a déjà deux réacteurs à TVO, donc c'est le troisième.
Donc c'est un modèle qui est assez hégémonique en Finlande. Donc ils ont investi, il y a eu un gros emprunt, donc en gros, il y a investissement sur fonds propres 25%, emprunt pour 75%. Et en échange, ils ont des droits de tirage à coût coûtant, quoi. Donc ça, ils sont hyper compétitifs. Je peux vous dire que les papetiers français, ils font vraiment la tête. Parce que c'est un point assez important dans le coût de production du papier. Voilà, on a un coût du capital estimé à 5% dans le projet Olkiluoto. Voilà pour les exemples. Voilà, donc ce qu'on a fait il y a un an, c'est qu'on a un peu essayé de tirer les enseignements de ces exemples pour donner des idées et structurer un peu la discussion sur la partie française. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité du tout sur à la fois l'accord, je crois que les discussions sont encore entre l'État et EDF, mais aussi les discussions ont certainement dû commencer avec la Commission européenne et on n'a pas de visibilité. Hein. Donc voilà, j'anticipe sur les questions qui vont m'être posées. Alors, ça c'est un peu le résumé du problème, je dirais. Donc en bas, vous avez le coût moyen pondéré du capital pour le projet et en ordonnée, vous avez le coût de production. Donc vous voyez que le coût de production est incroyablement sensible au coût moyen pondéré du capital. En général, quand on montre ça aux ingénieurs, ça les déprime parce qu'ils ont une pression pas possible, évidemment, pour que tout le projet se passe bien d'un point de vue technique. Mais on dit, vous savez, quand même, le coût, c'est quand même des coûts financiers. Voilà. Donc vous voyez l'investisseur privé sans garantie. Donc on voyait qu'on est un peu à la limite d'HPC entre 9 et 10%, et on se retrouve avec en effet plus de 100 € pour le même projet, hein, 100 € du mégawattheure. Et vous voyez 3%, donc si je prends par exemple du Kovani, Pax 2 en Hongrie, on est aux alentours de 45-50. Enfin, les Russes annoncent 53 pour du Kovani, mais bon. Donc vous voyez qu'il y a une sensibilité extrêmement forte. Donc, on a mis les pays souverains, donc les taux souverains. Donc là, c'est typiquement ce qu'on peut voir aujourd'hui en Hongrie, ou les infrastructures régulées, les garanties de rémunération à long terme. Donc on voit qu'il y a quand même un empilement de solutions dont on a besoin, mais on voit 3 grands leviers. Donc le premier, c'est un levier d'ordre politique, c'est d'assurer la continuité politique sur les temps longs. C'est pour ça que nous, on est vraiment en faveur. Vous savez qu'il y a un débat pour savoir est-ce qu'on va avoir une loi au Parlement ou pas. Mais nous, on souhaite vraiment qu'il y ait une loi sur le nucléaire, sur le programme de construction neuve, parce qu'on voudrait que ce programme fasse l'objet d'un débat national entre l'ensemble des partis et soit inscrit dans les temps longs. Et puis l'autre point, c'est pérenniser la place du nucléaire dans la taxonomie européenne. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on est content parce qu'on y est, mais on est en énergie de transition, ce qui n'a juste aucun sens. D'abord parce qu'on a satisfaisait tous les critères, donc il y a eu des rapports d'experts qui disaient qu'on satisfaisait tous les critères de la taxonomie. Et puis ensuite, quand on va construire un réacteur pour 80 ans, ça n'a aucun sens de dire qu'on est énergie de transition. Et puis aussi, quand on est énergie de transition, il y a des clauses de revoyure sur les critères techniques. Alors s'il y a bien quelque chose, il faut une stabilité technique du référentiel, c'est bien les réacteurs nucléaires. Voilà. Mais au-delà de cette question de la taxonomie, depuis, il y a de nombreux textes. Il y a le NZIA, par exemple, le Net Zero Infrastructure Act. Il y a un débat actuellement pour savoir si la Banque européenne d'investissement va financer les programmes nucléaires. Et je vous le disais, il y a actuellement énormément de financements bilatéraux en Europe, des Russes et maintenant des Américains et des Canadiens. Donc c'est extrêmement important qu'au niveau européen, on ait, via les institutions multilatérales, une intervention des institutions pour garantir justement l'accès à des financements pas chers. Les leviers régulatoires, on l'a vu, les contracts for difference. On a vu aussi la rémunération pendant la durée de construction sur le cas de Sizewell. Et puis il y a les participations d'industriels et d'énergéticiens qu'on a vu dans le cas français historique et puis qu'on a vu sur Olkiluoto et sur lesquels on est, nous on est très en faveur. Hein. On dit aux industriels, investissez. Et puis enfin, les interventions de l'État comme investisseur dans le cas de Sizewell ou dans le cas hongrois, ou comme prêteur, on l'a vu dans le cas tchèque, et le partage du risque de construction, comme on le voit dans le cas anglais. Voilà, donc il y a énormément de leviers différents, avec pour objectif, nous ce qu'on dit, il faudrait qu'on arrive à financer à 4% le programme, voilà, pour que le nucléaire
français puisse être aux alentours de 60-70 € dans le futur nucléaire, le nouveau nucléaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup Valérie pour la présentation. On va maintenant prendre quelques questions dans la salle. Il y a déjà des mains qui se lèvent au milieu. Oui, merci pour cette présentation, très claire. J'ai une question. On voit que l'investissement, en tout cas la participation de l'État, est quand même un levier assez fort pour faire baisser les coûts du nucléaire. J'ai quand même un aspect sur lequel je ne sais pas très clair. S'il y a intervention de l'État pour financer le nucléaire, ça veut dire que l'État assume une partie du risque, donc nous assumons une partie du risque. Quelle est la contrepartie de ce risque ? La contrepartie du risque, c'est des prix plus compétitifs. Donc en fait, c'est un arbitrage entre le contribuable et le consommateur. Et c'est vraiment l'objet du rapport de la Cour des comptes anglaise, où ils se sont dit, finalement, mettre tout sur le dos de l'investisseur, c'est mettre tout sur le dos du prix de l'électricité, parce qu'il va prendre des primes de risque. Donc en fait, on se dit qu'on se protège du risque, mais pas du tout, on le paye. C'est un peu... quand on regarde, par exemple, les contrats, moi je viens d'Areva, quand on faisait des prix aux clients, on avait des risques projets, mais on les mettait dans notre offre. Donc en fait, le client, il les paye, les risques projets, c'est dans l'offre. Voilà. Donc l'idée, c'est d'éliminer justement, et je pense qu'un des points, j'en ai pas parlé, mais dans le programme Excel, EDF a refait ses contrats, aussi avec ses fournisseurs. Il faut faire attention à ça. On dit qu'on a éliminé le risque, mais en fait, on le paye. Et donc, l'idée, c'était que c'était moins cher, et d'où le projet Sizewell, c'est moins cher, finalement, d'assurer l'investisseur que de finalement payer ce risque pour le consommateur. Et puis, dans le projet Sizewell, il y a ce comité qui revoit les coûts du projet. Donc, il y a aussi une transparence sur les coûts du projet assez forte et sur les risques qui sont pris. Une autre question ? Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi j'aurais une question peut-être un peu naïve sur quelque chose qui pourrait peut-être influencer les financements. C'est la question de la responsabilité en cas d'accident nucléaire. Je crois savoir que EDF porte assez peu de responsabilité s'il faut par exemple payer les assurances en cas d'un accident. Est-ce que si EDF prenait davantage ce risque-là, peut-être qu'il pourrait avoir des garanties et un financement plus avantageux, ou c'est pas du tout... Alors EDF porte une partie du risque. En fait, il y a des conventions internationales. Il y a 2 systèmes de conventions internationales. Donc de mémoire, EDF porte 500 millions. Alors c'est quand même assez important parce que dans la réglementation internationale, alors vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, mais moi j'ai vécu, pour ceux qui ont un certain âge, ils ont vécu les accidents de bateaux type Amoco Cadiz, où toute la Bretagne était pleine de pétrole, etc., où il y avait des procès à n'en plus finir. Dans une réglementation normale, donc par exemple, les Bretons vont attaquer le propriétaire du bateau, qui va dire c'est pas de ma faute, c'est celui du capitaine, ou c'est celui de Fossa, ça dure des années, il n'y a pas d'indemnité. Le cas typique, c'est Bhopal, où il n'y avait plus personne à qui attaquer, il n'y avait plus personne. Là, pas du tout. C'est-à-dire que EDF prend l'entière responsabilité de l'accident. C'est-à-dire que vous êtes tout de suite indemnisé. Voilà. En revanche, au-delà d'un certain montant, c'est en effet l'État qui est assureur. Voilà. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les mécanismes d'assurance, on ne sait pas assurer de gros montants et un risque très faible. Voilà. On ne sait pas assurer ça. Voilà, tout simplement. Donc, dans la mesure où le marché normal de l'assurance ne peut pas fonctionner, c'est le système. Mais il y a beaucoup de discussions sur le coût d'un accident nucléaire parce qu'on donne de très grosses sommes. Mais en fait, on appelle accident nucléaire, je vais faire plaisir à Jean-Claude, on peut accepter, par exemple, vous avez des accidents nucléaires très célèbres comme Three Mile Island, vous n'avez pas de rejet extérieur. Voilà. Donc, en fait, vous avez quand même des niveaux très, très différents d'accidents nucléaires. Voilà.
Et aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est en train d'investir 1 milliard d'euros sur chacune de nos unités pour renforcer encore la sûreté. Donc voilà, il faudrait refaire les calculs, je pense, parce que normalement aujourd'hui, une centrale nucléaire ne peut supporter un accident majeur sans rejet extérieur. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, EDF perdrait le réacteur, mais bon, l'important c'est surtout qu'il n'y ait pas de rejet extérieur. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour la présentation et les questions. On va maintenant passer, oui, vous pouvez applaudir, oui, allez-y.